Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur ce plateau. Merci de choisir Télar TV et bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Les Congolais le savent qu'ils sont attendus aux urnes le 17 et le 21 mars 2021 pour élire le nouveau président de la République du Congo. Cependant, les observateurs avertis se posent tout de même des questions essentielles, celle de savoir comment aller à une élection présidentielle dont les conditions de transparence et d'équité n'ont pas été réglées. Pourquoi une élection présidentielle lorsque les prisonniers politiques du fait de la dernière élection présidentielle n'ont pas été libérés, mais aussi pourquoi une élection présidentielle dans un contexte de crise socio-politique et économique aiguë? Voilà qui est au centre d'intérêt de notre émission aujourd'hui avec pour invité Jean-Paul Ebenga, délégué général du mouvement pour agir, le MPA. Bonjour monsieur Ebenga. Bonjour Christian. Merci d'accepter notre invitation. La toute première question, vous allez nous faire donc une petite présentation de votre mouvement, quelques secondes. Vous l'avez dit, je suis le délégué général du MPA. MPA, c'est le mouvement pour agir. C'est un mouvement qui regroupe tous les démocrates congolais, notamment ceux qui partagent les idéaux prônés par le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui est notre président, le président de notre dynamique politique, le MPA. Le MPA rassemble donc les Congolaises, les Congolais, et voudrait rassembler le maximum possible autour des idéaux du général Mokoko. Le MPA a pour vocation d'arrimer le Congo dans la démocratie qui a été, si vous voulez, retenue comme seul mode de gestion sociopolitique de notre pays depuis les années 92 au cours de la conférence nationale qui a été tenue dans les années 90. Vous savez bien que l'artisan de cette conférence, c'est le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui a donc souhaité que le Congo s'arrime à la démocratie, et jusque-là, nous sommes en train de tout faire pour que ce mode de gestion soit partagé par un maximum des Congolais et qui prennent corps dans la gestion socio-économique de notre pays. Monsieur Ebenga, vous le savez, et comme je l'ai d'ailleurs rappelé d'entrée de jeu, que les Congolais devront aller choisir le nouveau président de la République du Congo. Vous le savez aussi que les Congolais ont de moins en moins foi en ce système électoral, comme l'ont rappelé d'ailleurs les évêques. Quelle est actuellement la position du mouvement pour agir face aux élections de mars 2021? Les élections de mars 2021, c'est un non-événement. Et ça, je le dis tout haut, c'est un non-événement parce que de par nos analyses, nous avons constaté que rien ne nécessite que ces élections se tiennent, quand bien même que dans la constitution actuelle de notre pays, il vaudrait mieux pour certains d'entre nous que ces élections se fassent le 21 mars 2021, mais nous savons que rien n'est structuré, rien n'amène les Congolais pour qu'ils soient attachés, pour qu'ils souhaitent que ces élections se tiennent, parce que pour nous, la gestion d'un pays, c'est pas tout simplement l'élection du président de la République. Il faut bien que d'autres conditions, d'autres structures soient réunies pour que les Congolais aillent aux élections présidentielles. Si déjà on peut aller vers ces précisions, il serait mieux pour nous d'ailleurs. Vous voyez, les élections présidentielles, n'intéresse que l'élection d'un individu pour conduire aux destinées d'un pays. Mais les destinées d'un pays, quand nous savons que économiquement, au jour d'aujourd'hui, tous les indicateurs sont au rouge. Du point de vue social, vous avez des retraités qui ne perçoivent plus leur pension, les étudiants qui ne perçoivent plus leur bourse. Tout s'oppose en termes d'interrogation. Les Congolais ne mangent même plus à leur faim parce qu'ils sont dans des difficultés énormes.
est-ce que l'utilité actuelle, est-ce que l'urgence actuelle, c'est la tenue des élections présidentielles? Voyez-vous, je crois qu'il y a d'autres impératifs qui s'imposent aux Congolais, qu'il faudrait bien trouver la solution au lieu de courir, au lieu de se mettre en marche imposée vers des élections présidentielles. Si bien que pour nous, il vaut mieux que les Congolais se rassemblent, il vaut mieux que les Congolais dialoguent, regardent sans hésitation tout ce qui mine leur société. Ce sera nettement plus indiqué, donc il vaut mieux aller vers un dialogue inclusif, que les Congolais ont des sachants, ils ont des compétences, et on regarde tous ensemble comment résoudre ces problèmes au lieu de courir vers des élections qui ne nous apporteront rien. Rien. Et pour le gouvernement congolais, il s'agit là de respecter les délais constitutionnels. Christian Perrin, la Constitution, c'est pas seulement les élections présidentielles. Bon, admettons qu'il faut qu'on aille vers ces élections. Nous savons bien qu'aujourd'hui, les retraités ne reçoivent même plus leur pension. Donc, nous avons un problème d'argent, un problème financier. Les fonctionnaires ont du mal, on ne sait même pas, ils ne savent même pas à quelle date ils doivent être payés. Alors que le Congo a connu des moments où, à chaque 25 du mois, tous les fonctionnaires avaient leur salaire. Et en allant même à cette élection qu'il prévoit le 21 mars, là, le Congo est quand même membre, a signé des conventions avec des organismes internationaux. Normalement, ce sont des partenaires qui vous aident à avancer vers la tenue des élections présidentielles. Au jour d'aujourd'hui, nous ne savons même pas si l'Union africaine est là prête à nous accompagner, si l'Union européenne, on peut parler de l'Union européenne, est prête à nous accompagner. Il n'y a rien. Donc, les autorités congolaises, qu'est-ce qu'ils vont faire? Elles vont chercher à puiser encore l'argent dans le trésor congolais où il n'y a rien. Mais ils vont tout faire pour puiser de l'argent dans le trésor congolais pour ne s'intéresser qu'aux élections présidentielles alors que les gens sont en train de souffrir. Non, ben, où est-ce que vous ne voyez pas un paradoxe là? C'est quand même étonnant. Là. On a affaire à des autorités qui ont quoi? Enfin, je suis bien éduqué. Monsieur Ebenga, lorsque vous dites que vous n'allez pas aux élections présidentielles, est-ce que pour autant vous ne pourrez pas aussi soutenir un candidat de l'opposition congolaise? Mais ce sera bien malheureux. Ce candidat de l'opposition, à partir du moment où tout est défini, tout est pipé, ce candidat de l'opposition ne sera qu'un turéfiraire qui va accompagner Monsieur Sassou. Quel sera le poids de cet opposant pour que l'on obtienne autre chose que ce que l'équipe gouvernementale actuelle désire obtenir? Donc vous voyez, c'est très malheureux pour ces candidats qui voudront bien accompagner M. Sassou le 21 mars 2021. Non, le MPA ne peut pas le faire, ne doit pas le faire. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes donc une dynamique qui promeut donc les idéaux de Jean-Marie Michel Mokoko. Est-ce qu'on peut parler de lui? Qu'en est-il de sa situation aujourd'hui? Il y a parfois quelques-uns de nos compatriotes qui égrènent ici et là la posture du général Mokoko, mais nous savons qu'au jour d'aujourd'hui, le général Mokoko est prisonnier d'un système, je peux même dire un système dictatorial. Ce n'est pas un simple prisonnier, c'est un prisonnier politique, nous devons le dire tout haut. Et nous demandons aux Congolais de le reconnaître comme tel, c'est un prisonnier politique. C'est un prisonnier politique entre les griffes d'un système. Mais nous savons tous que le général Mokoko, il est parmi les pionniers qui ont demandé que la démocratie, que le Congo soit arrimé à la démocratie. Il y a des grandes figures du Congo que nous devons relever, parmi lesquelles le général Mokoko, qui ont souhaité que la démocratie soit instaurée, soit pratiquée au Congo. Nous pouvons parler de Monseigneur Kombo, nous pouvons parler du Premier ministre Milongo, nous pouvons parler d'autres qui sont aujourd'hui en état de santé pas trop bon et qui ne verront pas le Congo s'arrimer comme il se doit à la démocratie. Donc, on ne peut pas... le général Mokoko, c'est quelqu'un qui veut que le Congo soit un pays géré dans la démocratie. Donc, le fait même qu'il se retrouve en prison, nuit et jour, nous savons qu'il prie que le Congo soit un pays démocratique. Donc, il est déterminé jusqu'au bout. Vous voyez, c'est quand même étonnant. Quelqu'un qui accepte être embarqué dans un avion et envoyé à l'étranger sans son médecin traitant, qui fait 7 heures de vol, qui revient
Vous voyez sa détermination, son envie de vivre pour voir un jour le Congo arriver à la démocratie. Et jusque-là, nous attendons toujours. Jusque-là, nous avons des forces obscures qui retardent cette accession à la démocratie. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, le général Mokoko est là, droit dans ses bottes comme un militaire, et il attend qu'un jour le Congo voie la démocratie être instaurée dans son pays. Mais pourtant, il y a certains partisans, ces partisans de guerre, qui pensent qu'il aurait abandonné le combat politique et qu'il aurait, je dis bien, trouvé certainement un compromis avec le régime en place. Il y a un silence depuis, un silence de mort. On n'entend plus rien de lui. À ses compatriotes, bon, vous savez, les compatriotes ont le droit de suppiter ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'on va entendre de lui depuis sa forme d'incarcération par le pouvoir dictatorial de Brazzaville? Qu'est-ce qu'il peut dire au fond de son trou? Au jour d'aujourd'hui, le général Mokoko n'est visité que par ses parents par rapport à ses visites. Les parents peuvent accepter que Mokoko soit libre, mais nous, les militants, nous souhaitons qu'il soit libre pour mener le flambeau de l'instauration de la démocratie au Congo. Donc, c'est quelqu'un qui est là, incorruptible, je peux le dire, tout haut. Et je souhaite que les Congolais le reconnaissent comme tel. Je peux l'affirmer ici, il n'a rien cédé, il n'a jamais eu d'échange dans ce sens. Il est là, il est le promoteur de l'arrimage du Congo à la démocratie depuis la fin des années 80, des années 80. Vous savez que le général Mokoko a été ce militaire chef d'état-major qui s'est adressé au stade d'Ornano, à toute l'armée nationale à l'époque, l'armée populaire nationale, l'APN. Il a demandé à l'armée de se ranger du côté du peuple. Le peuple qui souhaitait l'avènement de la démocratie au Congo. Mais donc c'est vraiment le moteur, il ne peut pas se démettre de ce désir. Et ça, il faut que les Congolais le reconnaissent. Il y a combien de gens? Le général Mokoko, qui s'est rapproché même du général Ngolo, ancien ministre de l'Intérieur, lisez son livre, le temps du devoir. Il s'est rapproché de ce dernier pour dire, nous devons tout faire pour que la conférence nationale réussisse. Et quelle était la réponse du général Ngolo? Je suis arrivé à la fin de ma carrière, c'est pas à la fin de ma carrière que j'aurai les mains entaché du sang des Congolais. Donc voilà la détermination d'un individu. Pour se poser des questions de ce genre actuellement, c'est faire le jeu de ceux qui sont en train de freiner les quatre roues de l'avancée du Congo vers l'instauration de la démocratie. Non, le général Mokoko n'a bougé d'aucun iota. Et il n'a bougé d'aucun iota, vous l'avez dit, je lis en vous vraiment une détermination, mais aussi un optimisme sans faille en la personne de Jean-Marie Michel Mokoko. Pourtant, il y a ces anciens compagnons qui aujourd'hui, d'autres ont voulu même présenter leur candidature à l'élection présidentielle. C'est comme si le bateau Mokoko était en train de chavirer. Dans tous ceux qui ont accompagné le général Mokoko, même pendant les élections de 2016, le Congo, c'est notre pays et nous nous connaissons tous. Il y en a, je peux peut-être utiliser une expression assez vieille, il y a ce qu'on appelait des profito-situationnistes. Des gens qui viennent tout simplement parce qu'il y a une occasion qui est là, bon, on essaie de faire de telle sorte qu'on apparaisse tout simplement, alors qu'au fond, ils ne partagent pas fondamentalement les tenants de ce que l'on voudrait que ce soit réalisé. Donc, l'arrimage du Congo à la démocratie. Et vous voyez, il y a même quelques-uns qui ont des partis au niveau du Congo. Mais nous savons comment est-ce qu'il faut faire pour créer un parti au Congo. Nous savons qu'actuellement, il y a une loi de l'année 2017 pour créer un parti. Il faut qu'il soit représenté sur toute l'étendue du territoire. Mais ceux qui ont accompagné le général Jean-Marie Michel Mokoko en 2016 aux élections présidentielles, vous croyez que les associations qu'ils ont créées là, ou les partis qu'ils ont créés sont représentés sur toute l'étendue du territoire? Ils n'ont été avantagés que par le système en place. Et puis on voudrait montrer que voilà, il y a une défection dans la dynamique créée par le général Mokoko. Je vous le dis, c'est faux. La dynamique Mokoko existe. Les Mokokoïstes existent. Et ils sont en train de se structurer. Et le MPA, c'est cette structuration qui a déjà pris corps et qui est en train de montrer et de faire un appel à tous les compatriotes
qu'il soit une individualité, qu'il soit dans une association, qu'il soit dans un parti, il faut qu'il vienne, il faut qu'il s'associe au MPA, il faut qu'il s'associe pour créer cette dynamique-là autour de Mokoko, quand bien même qu'il soit en prison. Le général Mokoko a déjà semé des grains de la démocratie. Et c'est même erroné qu'on s'acharne sur sa personne. Parce que c'est bête de s'acharner sur lui. Parce que la démocratie, ben, elle est en train de prendre corps au niveau du Congo. C'est donc une erreur de s'acharner sur un individu. C'est trop tard. Et il faut demander sa libération, comme on est en train de le demander là. C'est une peine perdue de s'acharner sur lui. Évidemment, les partisans de ceux qui pensent qu'ils peuvent déjà se présenter candidats à l'élection présidentielle disent que bon, Mokoko est en prison, c'est un fait, mais pour autant, on doit attendre jusqu'au jour où il doit sortir. Pourquoi ne pas se présenter, par exemple, à l'élection présidentielle et mener le combat sur le terrain? Voilà un peu les raisons qui sont avancées. On peut trouver un dauphin, quelqu'un qui peut le remplacer. Eh bien, si quelqu'un le remplace, il faut bien que celui-là partage la même analyse que le général Mokoko. Une analyse qui ferait que le Congo s'arrime à la démocratie. Or, depuis que nous sommes là, il y a même pas un brin de structuration de la démocratie dans notre pays. Il n'y a rien. Donc, un candidat du général Mokoko ne peut pas se présenter à ces élections. C'est impossible. C'est impossible. S'il raisonne, s'il réfléchit comme le général Mokoko l'a défini, en tout cas, ce sera pour lui très difficile qu'il se dise « je vais être candidat ». C'est impossible. Il ne peut pas être candidat pendant que les Congolais sont en train de pleurer. Il ne peut pas être candidat quand les Congolais ne peuvent pas se soigner. Il ne peut pas être candidat quand les Congolais ne perçoivent même pas de façon régulière leur salaire. Il ne peut pas être candidat quand les retraités, les étudiants peinent, ne savent même plus quand est-ce qu'ils vont avoir leur pension, leur bourse. C'est impossible. C'est pas ça l'urgence. L'urgence, c'est le dialogue inclusif, qui rassemblera les sachants congolais pour trouver les solutions à tout ce qui est en train de miner la société congolaise actuellement. Ce sont ceux qui vont dire comment faut-il faire pour discuter avec le Fonds monétaire international. Voilà les priorités actuelles. C'est pas l'élection d'un individu. C'est pas un individu qui va faire que le Congo s'améliore sur le plan économique, sur le plan sanitaire. Je ne sais pas pourquoi cette marche forcée vers ces élections. Vous avez parlé du dialogue national sans exclusif, c'est ce que j'ai semblé entendre. C'est apparemment pour vous l'alternative. Mais vous savez également comme moi que Denis Sassou Nguesso s'était déjà prononcé sur la question où il disait plus jamais un événement extraordinaire. Il faisait allusion à la conférence nationale. Alors, face à une telle posture, qu'est-ce que M. Benga pense? Comment arriver à ce dialogue? M. Sassou est un être humain avec les mêmes sens que tout le monde. Nous sommes convaincus que tout être humain est perfectible. Donc, nous savons qu'il finira par comprendre la nécessité et l'utilité d'aller vers un dialogue inclusif. Ce dialogue, c'est nous qui devons définir ses contours. Il est possible que certains croient que le dialogue va être une occasion de vengeance, par exemple. C'est possible, c'est peut-être leur droit de penser ainsi, mais c'est pas ce que nous définissons de ce dialogue. Le Congo a connu quand même des guerres fratricides. Vous avez un pays qui s'est retrouvé comme ça, mais les évêques l'ont relevé. On ne peut pas se retrouver dans un pays où il y a une région qui se retrouve comme ça bombardée par des hélicoptères avec des éliminations, des tueries et autres, sans savoir les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que on se retrouve dans une telle situation? Mais ce n'est pas pour dire un tel a tort, il faut maintenant chercher à lui faire du mal et autres. Non, on trouvera des solutions, on comprendra et on dira plus jamais ça. Et si nous ne pouvons pas le faire, parce qu'il y a une partie des Congolais, une partie qui est constituée des gens violents, mais nous pouvons faire appel à la communauté internationale, nos partenaires, leur dire comment organiser la sécurité entre nous pour qu'un tel dialogue se fasse. Mais il y a des pays qui ont connu pire que nous, l'Afrique du Sud, le Rwanda, ils ont organisé des dialogues, il n'y a pas eu mort d'homme. Mais pourquoi chez nous on peut avoir peur? Au nom de quoi? Ce ne sont pas des menaces individuelles ou individualisées, non. C'est juste pour comprendre ce qu'il ne faudra plus jamais faire. C'est tout. Et trouver des solutions aux problèmes qui se posent
dans le moment où nous sommes là en train de nous échanger. Et nous savons bien que les Congolais sont capables de trouver les solutions les meilleures. Lorsqu'on fait le parallèle, bien entendu, du dialogue dont vous avez d'ailleurs, vous êtes en train d'appeler de votre vœu, et de la déclaration des évêques du Congo, bien entendu, est-ce qu'on peut déjà commencer à parler de l'après-Sassou? Parce qu'évidemment, si vous avez suivi Thierry Mongala réagissant à contre cette déclaration, il a prononcé, je cite, « Je crois lire dans ce propos de la part des évêques plutôt l'expression diplomatique qui consiste à dire le président de la République actuelle doit partir. » Est-ce que c'est pour annoncer déjà l'après-Sassou? Si la démocratie fonctionnait comme il se doit, avec cette notion-là de l'alternance. L'alternance, vous pouvez être président, vous gérez très bien votre pays, mais si le nombre de mandats définis dans la Constitution est atteint, vous devez partir. Vous devez partir. C'est ça la gestion démocratique d'un pays. On ne vous dit pas de partir parce que vous avez très bien travaillé. On dit, monsieur, félicitations. Nous allons trouver encore quelqu'un d'autre qui viendra pour faire autant ou peut-être encore mieux que vous. Et c'est ça, le développement d'un pays. Si vous avez mal fait, on vous dira aussi, bon, ben c'est fini, on a vu, vous n'avez pas été à la hauteur de la charge qu'on vous a attribuée. Et vous partez. Vous voyez, c'est pas un coup de pied que l'on donne à quelqu'un. L'après-Sassou, il va pas prendre ça pour, je ne sais pas, une sanction. Non, il a eu une charge, il l'a assumé, et il ne peut pas être là en train de l'assumer tout le temps. Alors, oui, monsieur Christian Perrin, moi je n'ai pas l'habitude de parler de moi, je suis un scientifique. Une expérience, on peut la faire. On l'a fait une fois, on l'a fait deux fois, on l'a fait trois fois, on a déjà atteint le nombre statistique. On peut déjà tirer des conclusions. À 3. Et si on passe à 30 et un peu plus, on peut donner des conclusions. Vous voyez? Alors, on ne peut pas être là, 36 ans, 40 ans, et les gens sont là en train de vous attendre parce que vous devez toujours expérimenter. Non, soyons sérieux entre nous. C'est tout. Soyons sérieux entre nous. Vous voyez? Donc, c'est pas quand on donne un coup de pied à quelqu'un. Non. Vous avez essayé, vous avez eu la charge, mais les évêques l'ont relevé. Est-ce que M. Sassou n'a pas eu un bras? Vous savez, les évêques, ce sont des gens, le clergé congolais, ils sont méthodiques dans leur message. Ils ont montré bon, ce qu'ils ont considéré comme étant des réussites. Oui, bon, c'est leur droit. Moi, je peux même dire que ces réussites sont des réussites à demi-teinte. Vous voyez? Mais ils ont présenté que c'était des réussites. Cette équipe par rapport aux méthodes utilisées par les évêques, ils ont montré qu'il y a eu des réussites. Et il y a eu des difficultés. C'est tout. C'est fini. Il peut partir. Cette équipe n'est pas là pour expérimenter, que les gens attendent 10 ans, 30 ans, 40 ans. Non, non, non. Entendons-nous. Et dans le calme, sans animosité, on est, ça va. C'est fini. Il peut partir. Oui, il peut partir, même si c'est ça. Où est le problème? Où est le problème? Alors, il peut partir, mais donc... Oui, allez. Nous avions fait aussi les mêmes analyses. Hein. Nous n'avons pas attendu les évêques, nous avons fait les mêmes analyses. Et nous avons publié nos analyses dans un magazine qui est beaucoup lu, même au Congo, Afrique Éducation, dans les numéros 492 et 493 des mois de décembre et janvier. Nous avons relevé les mêmes inquiétudes que les évêques. Mais quand ce sont les évêques qui s'inquiètent, vous voyez, ça me peine pour mon pays. Parce que là, les fondamentaux du pays sont foutus, là, tout bouge. Parce que jusqu'au clergé, il n'y a plus rien qui tient. Plus rien ne tient, vous savez. Et c'est bien malheureux. Les évêques constituent quand même l'autorité morale de notre pays parce qu'ils ont participé. Vous savez que le Congo a perdu un cardinal. Et vous savez quels sont les quelques éléments qui ont conduit à son élimination physique? Mais tout simplement parce que si vous pouvez nous en parler. Tout simplement retrouvé avec le président de la République de l'époque, le président Marien Ngouabi. Donc les deux étaient en train de réfléchir, d'analyser, de collaborer, de donner, de réfléchir sur la vision à donner à notre pays, tout simplement. Tout simplement, l'État congolais et le clergé congolais, le clergé de l'Église catholique congolaise sont des partenaires depuis très longtemps.
Et vous m'avez parlé du ministre de la Communication du Congo. C'est un frère qui n'a que des connaissances livresques quand il parle de la séparation du pouvoir entre l'Église et l'État. Mais ça, c'est en France. Au niveau du Congo, l'Église catholique est partenaire de la gestion du Congo, partenaire représentatif de la société civile depuis très longtemps. À la conférence nationale, le pays était en déperdition. L'État a dû faire appel à l'Église catholique pour redonner de la confiance aux Congolais. En la personne de Monseigneur Kombo. Et quand notre ministre de la Communication, je suis poli, je dis c'est notre ministre de la Communication parce qu'après tout, il est là au gouvernement, porte-parole du gouvernement. Quand il vient tenir des propos que nous avons tous écoutés, je vous le dis, Monsieur Christian Perrin, je conseille à ce ministre d'aller présenter ses excuses, d'abord à son chef de gouvernement, parce qu'il a mal fait son travail. Parce que avant de faire sa prestation, je crois quand même que il a dû avoir l'assistance du conseiller à la communication du chef du gouvernement, peut-être même du président de la République. Vous voyez donc un porte-parole qui vient prendre des postures de ce genre, où il traite presque le clergé congolais de gens qui peuvent s'asseoir dans des fauteuils et sauter comme des cabris, comme si lui, il a vécu dans un village où il voyait des hommes être dans des fauteuils et sautiller comme des cabris. Il sort d'où? Soyons sérieux. Hein? Il faut qu'il présente des excuses au clergé congolais et notamment à la personnalité de l'archevêque Abaya Moussa Victor. Il faut qu'il fasse cette démarche parce que quelque part, en lui, non, il a manqué de sang-froid. Il a manqué de sang-froid. L'État congolais fait parfois appel aux sages, non? Les sages dont il a défini de par lui-même. Mais alors, ils ont quel droit par rapport à l'Église catholique qui rassemble plus de 70% de Congolais? Si nous sommes 5 millions, il y a près de 3 millions de catholiques. Ils pèsent de tout leur poids pour réfléchir sur les destinées du Congo, non? Vous voyez? Probablement, mais au lieu de présenter les excuses, on apprend plutôt que le neveu de Monseigneur a été pris à partie. C'est tout ça que nous relevons. On a pratiquement... vous voyez, c'est bien malheureux. C'est comme quand j'étais encore jeune au Congo, on a un groupe de gens qui se présentaient parfois comme Nazar Kanaï. Donc, on se comporte comme un voyou du quartier. Et c'est ce comportement-là, au niveau d'un gouvernement, c'est bien malheureux. Vous voyez la répercussion dans la société. Le neveu qui est menacé maintenant. Parce que l'oncle a pris... Mais l'oncle n'a été qu'un porte-parole d'un groupe. Vous voyez, le porte-parole. Donc, ça peut être aussi ses idées parce qu'il a participé, mais pas uniquement ses idées. Ça montre la brutalité du système. Un système qui est géré par des gens, aujourd'hui, c'est bien malheureux. Non, qu'ils arrêtent. Nous sommes tous des Congolais. Qu'ils arrêtent avec ces comportements, qu'ils arrêtent avec cette façon de gérer le pays. Ça les conduit nulle part. Nulle part. Un gouvernement est admiré non pas parce qu'il est violent, mais parce qu'il doit faire montre d'un certain savoir-faire. L'histoire du monde nous a montré que ceux qui ont été toujours violents en train de gérer les États, ils ont mal terminé. Et les Congolais ne veulent plus de ça. Les Congolais ne veulent plus voir leur sang couler inutilement. Vous voyez? Merci, Monsieur Jean-Paul Ebenga. Nous sommes à la fin de notre émission. Peut-on parler des perspectives du mouvement pour agir? Il y a des élections, vous avez dit vous n'irez pas. C'est pas dans votre calendrier, c'est pas votre agenda. Alors les perspectives, c'est quoi maintenant? Et comment ferez-vous pour que finalement le fameux dialogue arrive? Nous avons dit qu'il nous faut arrimer le Congo à la démocratie. Et le devoir du MPA, c'est de battre le rappel à cela, d'amener tous les Congolais à regarder comment se présente notre pays aujourd'hui. Donc, c'est une révision, une refonte, une refondation de notre État, de l'État congolais, une refondation de fond en comble de l'État congolais, de la République, définir tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire
pour que l'État congolais s'arrime comme il se doit à la démocratie. Et ça, c'est le devoir du MPA. Et nous demandons à tous les Congolais de nous rejoindre, tous les Congolais de nous rejoindre à partager même l'idéal politique prôné par le général Mokoko, ceux que nous appelons les Mokokoïstes, qui viennent en très grand nombre autour de nous, rassemblés, pour que nous pesons de tout notre poids au niveau du Congo, pour reconstruire le Congo, pour rebâtir le Congo, notre pays que nous aimons tant. Et nous allons le faire. Vous savez, notre président, le général Mokoko, a défini un triptyque, un Congo qui a connu des guerres fratricides où les Congolais semblent être éloignés les uns des autres. Nous devons passer par tout ce qu'il fera pour apaiser le Congo. Et ceci peut passer par des concertations de réconciliation des Congolais. Les Congolais doivent se réconcilier pour tout apaiser. Les Congolais doivent tout faire pour qu'on les rassure de leur avenir. Donc, faire montre, vous savez, le général Mokoko, dans la définition de son idéal, il a dit tout haut comment devrait être un chef, ce que devait caractériser un chef, l'exemplarité d'un chef. Tout ça fera que les gens soient rassurés. Quand on veut dire, on ne doit plus voler. Vous pouvez nous en rappeler quelques éléments? Comment devrait être un chef? On se connaît entre nous, Christian. Je sais que tu voudrais bien que je rappelle, mais un chef, je peux rappeler ne fût-ce qu'un seul. Oui. Un chef, il ne doit pas être voleur. Ça, il a dit tout. Un chef doit montrer l'exemple de ne pas être voleur. Un chef doit être compétent. Un chef ne doit donc pas être un arriviste. Au moins ces deux, nous devons le vérifier au niveau de tout ce qu'ils devront nous gérer pour rassurer. Si le chef est exemplaire, ça rassure tout le monde. Et en ce moment-là, on va donc rassembler tout le monde. Et notre président l'a bien défini, apaiser, rassurer, rassembler. Si nous réussissons ce triptyque, eh ben, le Congo, voilà. Apaiser, rassurer, rassembler, c'est par là que nous mettons donc terme à notre émission aujourd'hui où nous avons reçu Jean-Paul Ebenga, délégué général du mouvement pour agir. Merci Monsieur Ebenga d'avoir répondu à toutes nos questions. Comme nous le disons à tous nos invités, notre plateau vous appartient en fait. Nous sommes en tout cas disposés de vous recevoir quand vous le souhaiterez. C'est moi qui vous remercie, mon cher Christian Perrin. Et je remercie aussi nos téléspectateurs. Merci beaucoup et à vous, chers téléspectateurs. Il me reste qu'à vous dire au revoir et on se retrouve au prochain numéro. Bye bye. Audio Jungle.